Bonjour et bienvenue dans le podcast Fluidité, épisode numéro 107, où on va parler de la somptueuse et fameuse Notre-Dame de Paris. Alors restez à l'écoute. Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club VIP. C'est une page Patreon où vous avez du matériel additionnel pour approfondir mes contenus et devenir meilleur en français. Alors pour chaque épisode ou vidéo, vous avez la liste du vocabulaire, les transcriptions bilingues, la version audio MP3 et un autre podcast où j'explique la grammaire que j'ai utilisée en contexte. Le club VIP, c'est aussi une communauté de plus de 260 membres maintenant. On échange ensemble sur le groupe Telegram et sur le forum Discord et on fait différentes activités de groupe. Donc vous pourrez pratiquer votre français et trouver ou partager des ressources avec d'autres apprenants comme vous et des amis qui s'aident les uns les autres. Et c'est important pour pas vous sentir seul dans votre apprentissage. Donc je vous mets le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire au club VIP. C'est seulement 5 € par mois et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Sur mon site lefranchouté.com, on propose des cours de pratique de conversation avec des tuteurs et des tutrices natifs. Vous avez aussi le lien dans la description pour demander un cours d'essai. Dans la description de l'épisode aussi, vous trouverez la version vidéo YouTube pour réécouter avec les sous-titres en français et multilingue et améliorer votre compréhension orale. Bon, je suppose qu'en tant qu'apprenant de français, vous devez savoir que l'une des cathédrales les plus connues au monde se trouve à Paris, c'est Notre-Dame de Paris. C'est l'un des monuments les plus visités en Europe et un joyau d'architecture. Vous allez voir pourquoi. Alors, je vous invite à connaître son histoire au fil des siècles. On parlera de quelques anecdotes et surtout, j'expliquerai le drame qui s'est passé en 2019, mais j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Premièrement, si vous voulez connaître l'histoire de Paris avant la construction de Notre-Dame, j'ai fait une série de 3 épisodes qui expliquent toute l'histoire de Paris. Je vous mettrai les liens dans la description. Avant la cathédrale, il y en avait une autre plus petite au même endroit, mais vu que la population a fortement augmenté à Paris au XIe et au XIIe siècle, on a eu besoin d'un agrandissement des églises, vu le nombre croissant de fidèles. Alors au Moyen-Âge, en 1160, l'évêque de Paris, Maurice de Sully, décide de faire construire une cathédrale monumentale sur l'île de la Cité à Paris. Donc l'île qui est au milieu de la Seine, en plein centre de la capitale. La nouvelle cathédrale sera construite selon l'art gothique. C'était à l'époque un nouveau style architectural français qui permettait d'édifier des bâtiments de plus en plus haut grâce à de nouvelles techniques de construction. Avant le gothique, les églises étaient construites avec une architecture romaine. Les arcs étaient arrondis, donc il fallait des murs très épais parce que tout le poids de l'église reposait dessus. Donc on ne pouvait pas percer de grandes fenêtres. Avec le gothique, les arcs ne sont plus ronds, mais pointus en haut, ce qui fait que le poids repose sur des piliers et non sur les murs. Donc on peut construire des bâtiments très hauts pour représenter la puissance de l'église, et surtout, on a des murs dans lesquels on peut percer de grandes fenêtres pour laisser entrer plus de lumière qui symbolise la présence de Dieu. Donc jusqu'au XVIe siècle, la majorité des cathédrales françaises seront bâties dans le style gothique. La première pierre de Notre-Dame a été posée en 1163. La cathédrale est en forme de croix, comme beaucoup d'ailleurs, et on commence la construction par le chœur et le déambulatoire. Le chœur est la partie de l'église où il y a les autels et les reliques. Un autel, c'est un mot qui a la même prononciation qu'un autel avec des chambres pour dormir, mais là je parle d'une table sur laquelle on pose des offrandes religieuses. Et le chœur, c'est un mot qui se prononce pareil que le cœur, l'organe du corps humain, mais ils ne s'écrivent pas de la même façon. Ce mot chœur, on l'utilise aussi pour parler d'un groupe de personnes qui chantent dans une chorale. Et le déambulatoire, c'est l'espace en arc de cercle qu'il y a derrière les autels, tout au fond des cathédrales. Et déambuler veut dire se promener sans but précis. Ensuite, on continue la construction par la nef, c'est le milieu de la partie la plus longue de la croix. Puis c'est la construction des 2 tours qui sont en façade de la cathédrale, et la flèche pour ne parler que de l'essentiel. Les travaux ont duré 182 ans entre 1163 et 1345.
Une fois terminée, Notre-Dame mesure 69 mètres de haut, ce qui est peu par rapport à celle de Strasbourg qui en fait 142, donc plus du double. Et la flèche d'origine s'élevait à 78 mètres au-dessus du sol. Elle fait 127 mètres de long et 48 de large, ce qui lui donne une capacité d'accueil de 9000 personnes au maximum. L'intérieur de Notre-Dame de Paris est magnifique, avec ses nombreux vitraux et ses fameuses rosaces qui font son charme très particulier. Un vitrail, c'est cette vitre multicolore des églises qui représente souvent un dessin ou une œuvre. Donc le pluriel est vitraux, et c'est une exception. Et une rosace, c'est une autre vitre circulaire dans laquelle il y a une fleur qui est dessinée. L'extérieur est également magnifiquement décoré avec toutes ses statues, ses sculptures et les fameuses gargouilles. Au fil des siècles, la cathédrale a été liée à de nombreux événements de l'histoire du pays, comme par exemple le sacre de Napoléon, dont je parle dans son épisode dédié. Mais elle a aussi accueilli les funérailles d'anciens présidents français tels que Charles de Gaulle, Pompidou ou François Mitterrand en 1996. En mars 1606, la grande croix au-dessus de la flèche tombe à cause du vent et du pourrissement de la charpente. La charpente, c'est l'ensemble des éléments qui supportent le toit, et pour la cathédrale, ce sont des poutres en bois, donc de grands morceaux de bois très longs, comme dans les maisons par exemple. Et il y en a énormément sous le toit de Notre-Dame, tellement qu'on l'appelle la forêt. Et le pourrissement, c'est le fait de pourrir, qui veut dire se dégrader, se détériorer naturellement en parlant d'une matière organique. Finalement, en 1792, la première flèche est complètement démontée parce qu'elle commençait à s'effondrer. À la fin de la Révolution, la cathédrale est dans un très mauvais état et on envisage même de la démolir complètement. D'ailleurs, une petite anecdote, il y a 28 statues des rois de Juda à l'extérieur et ils ont été décapités durant la Révolution, pensant qu'ils représentaient des rois de France, alors que non. Donc il a fallu remplacer ces statues par des copies durant les travaux de restauration. Victor Hugo, grand admirateur de la cathédrale, écrit le roman Notre-Dame de Paris, qui va rencontrer un énorme succès, qui va faire un carton, comme on dit de nos jours, ce qui va rendre la cathédrale très populaire et très attachante aux yeux des gens, et va faire pencher la balance en faveur de la restauration plutôt que de la démolition. Les travaux de restauration du monument sont confiés à Viollet-le-Duc, un excellent architecte qui va donner une seconde vie à Notre-Dame. Les travaux commencent en 1845, dont le but premier est de renforcer et de consolider l'édifice qui était en train de s'écrouler. Mais ils ont également un objectif décoratif puisque Viollet-le-Duc fait notamment construire plus de 100 statues qui seront placées à l'extérieur. L'architecte fait aussi reconstruire la flèche de Notre-Dame qui sera plus grande que celle d'origine, mesurant 93 mètres de haut. Les travaux se terminent en 1865 et ils auront duré 20 ans, pendant lesquels Viollet-le-Duc s'est dévoué corps et âme pour sauver la vieille dame de pierre. Donc on lui doit beaucoup. Par chance, la cathédrale a résisté aux 2 guerres mondiales malgré qu'elle ait été légèrement touchée durant un bombardement en 1914. Dans les années 90, on commence des travaux de rénovation des pierres abîmées et noircies à cause du soleil et surtout à cause de la pollution de Paris. Et en 2017, on lance un appel aux dons pour réparer d'autres dégâts importants que Notre-Dame était en train de subir. L'objectif était de récolter au minimum 100 millions d'euros sur 20 ans. Ce programme de restauration débutera le 11 avril 2019 et ce même jour, les 16 énormes statues construites par Viollet-le-Duc qui entouraient la flèche sont retirées et heureusement, vous allez voir pourquoi, parce que la suite est dramatique. Dans la soirée du 15 avril vers 7h-10, donc 18h50, un incendie se déclenche à l'intérieur de la charpente du toit. L'incendie est inarrêtable et se propage dans tout le toit et détruit complètement la charpente qui datait du XIIe siècle. Le toit s'effondre, le feu remonte dans la flèche et fait fondre le plomb à l'extérieur. La structure ne résiste pas et la flèche s'écroule quelques minutes à peine après le début de l'incendie, sous les yeux horrifiés des Parisiens et des touristes qui s'étaient arrêtés pour constater le drame. Près de 650 pompiers seront mobilisés pour passer la nuit à éteindre le feu jusqu'au lendemain matin. C'est le plus gros incendie que la cathédrale ait connu. Le toit est complètement détruit, il y a un gros trou dans la cathédrale, la flèche aussi, ainsi que beaucoup d'œuvres. Bref, les dégâts matériels sont effrayants malgré aucune victime.
Le lendemain de l'incendie, Emmanuel Macron annonce que la cathédrale sera intégralement reconstruite et encore plus belle que jamais. Il précise aussi qu'il veut que ça soit fait dans un délai de 5 ans. Le lendemain du drame, les dons d'argent affluent de toute la planète et la France peut vraiment remercier les donateurs puisque plus de 840 millions d'euros ont été récoltés. Certains dirigeants de grandes entreprises françaises ont fait des dons de centaines de millions d'euros. Tout le monde s'est mobilisé. Les Français ont été très touchés par ce désastre et même des enfants ont envoyé des pièces de monnaie qui venaient de leur tirelire avec une petite lettre très touchante. Aujourd'hui, on sait que l'incendie n'était pas criminel mais accidentel. Comme il est difficile de trouver la cause exacte, il proviendrait soit d'un défaut de câblage électrique, soit d'un mégot de cigarette mal éteint jeté dans la charpente par un ouvrier irresponsable. Selon l'avancement des travaux, la promesse d'une réouverture en 2024 sera tenue, malgré la pandémie qui a ralenti la rénovation. Donc le toit et la flèche seront prêts, mais ensuite il faudra continuer à rénover durant les années suivantes et ça prendra encore du temps. Pour l'instant, les travaux de sécurisation sont terminés, qui consistaient à installer un parapluie pour remplacer le toit et protéger le bâtiment de la pluie, mais aussi à consolider la cathédrale pour éviter qu'elle ne s'écroule. De nos jours, les travaux de reconstruction continuent et vont bon train. Aller bon train est une expression pour dire que quelque chose progresse vite et bien. Finalement, c'est peut-être une bénédiction pour la cathédrale qui devait subir des travaux beaucoup plus longs et avec beaucoup moins de moyens financiers. Donc tous les Français attendent la bonne nouvelle en 2024 et on croise tous les doigts pour pouvoir un jour revisiter ce lieu magique et emblématique de notre pays. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo a été adapté en comédie musicale sortie en 1998 et elle s'appelait Notre-Dame de Paris, tout simplement. En tout cas, le spectacle a fait un carton en France, mais aussi à l'international, et cette comédie musicale a été adaptée en plusieurs langues. Une autre anecdote pour terminer, sur le parvis de la cathédrale, il y a le point zéro d'où partent toutes les routes de France. Le parvis, c'est la place principale devant la façade. Il y a une petite plaque en bronze au sol et c'est depuis ce point qu'on mesure les distances entre les villes et Paris. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de français, de vocabulaire, de grammaire, etc. Réécoutez bien plusieurs fois pour assimiler jusqu'à comprendre seulement l'audio. Et si vous êtes resté jusque-là, l'épisode vous a plu, donc mettez un petit like et abonnez-vous sur YouTube. Salut et à bientôt!